Fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir. Vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans votre magazine économique concret. Concret que vous avez pris l'habitude de suivre chaque mardi à 20h15 et jeudi en rediffusion à 13h45. C'est parti pour ce nouveau numéro. Ce nouveau numéro qui reçoit pour vous Monsieur Gabriel Maloba Kachama, qui est au fait économiste de formation, qui est banquier, qui a une expérience sur la situation économique en RDC. Avec lui, nous allons parler de cette autopsie. Nous allons faire une autopsie de 20 ans de l'économie en RDC. Quel bilan, qu'est-ce qu'il faut dire sur les 20 ans? Donc de 2000 à 2020, nous allons débattre avec lui sur cette question. Monsieur Gabriel Maloba Kachama, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, merci. Vous allez bien? Oui, très heureux et surtout, je vous remercie de m'avoir invité et m'avoir accordé cette opportunité afin que nous puissions échanger sur les sujets qui nous concernent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Comme je le disais tantôt, nous allons parler avec vous de cette autopsie. Nous allons faire une autopsie de 20 ans, de 2000 à 2020. La première question est celle de savoir, lorsque vous regardez l'économie de la RDC, qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'est une économie qui évolue, c'est une économie qui stagne, c'est une économie qui progresse ou qui régresse? Merci beaucoup. Je pense qu'avant de répondre à cette question, il faudrait circonscrire plus ou moins le sujet. Parce que nous parlons de 2020, de 2000 à 2020. Ça fait 20 ans. J'aimerais dire que 20 ans, c'est à la fois beaucoup, c'est à la fois peu quand on doit analyser une situation économique. Beaucoup, pourquoi? Beaucoup parce que dans l'autopsie, il y a plusieurs éléments qu'il faudrait analyser. C'est un peu comme quand vous allez chez un médecin pour faire les check-up. Ok, il doit vérifier la circulation des sangs, il doit vérifier tel autre membre du corps. Ce qui fait que le corps en entier a plusieurs structures qu'il faudrait analyser pour dire que vous êtes en bonne santé, les cœurs, l'estomac, les reins, ainsi de suite. Et en même temps, c'est peu parce que une situation analysée sur 20 ans peut avoir des répercussions qui ont précédé. C'est-à-dire la situation économique en 2000 est fonction de certaines décisions qui ont été prises il y a 10 ans, 15 ans. Alors, c'est ça. Alors, ça fait que c'est en même temps beaucoup, c'est en même temps peu. Mais quand nous regardons la situation économique dans le pays, nous pouvons dire que nous sommes dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Dans la bonne direction parce qu'il y a eu certains facteurs qui ont favorisé cela. Je ne dis pas que nous avons avancé, mais je dis que nous sommes dans la bonne direction. Il faut bien saisir bien ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on analyse une économie, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, notamment le PIB, les niveaux de production, les niveaux des exportations, les revenus moyens par habitant, les niveaux des services, les structures même économiques, le taux d'investissement. Il y a plusieurs facteurs. Alors, quand nous voyons depuis 2000 jusqu'aujourd'hui 2020, la RDC a connu une période, je peux dire, de manne ou de bénédiction, parce qu'il y a eu l'envolée des matières premières, le coût des matières premières, qui a fait que, comme nous sommes un pays à une industrie extractive beaucoup plus développée, parce que, n'oublie pas, nous allons peut-être y revenir, ça fait que quand le prix du cuivre, du cobalt et des autres matières ont augmenté, cela a permis au pays d'avoir suffisamment de revenus qu'on n'avait pas avant. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu une certaine amélioration du niveau de vie par l'installation de certaines sociétés minières, avec tout ce qui va avec, la sous-traitance, l'engagement des agents et les paiements de tout ce qu'il y a, les exportations, les importations, l'amélioration des infrastructures routières. Vous êtes d'accord avec moi que les routes que nous avons aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles que nous avions avant cette période-là. Il y a eu une certaine amélioration, et même si cela n'est pas au niveau où nous devons arriver, parce que nous devons le dire, il y a
un retard assez important. Donc, considéré de 2000 à 2020, nous pouvons dire qu'il y a une certaine amélioration, mais il y a encore beaucoup de choses à faire comparé à d'autres pays. Parce que chaque fois que nous devons faire l'autopsie, il faudrait que nous puissions arriver à analyser l'économie congolaise par rapport à elle-même d'abord, mais ensuite par rapport aux autres pays se retrouvant dans les mêmes conditions, dans la même région, c'est-à-dire la région du SADC par exemple, la région de l'Afrique centrale, ou alors l'Afrique est dans le monde. Quand nous comparons cela, nous avons du retard, mais considéré à cette période-là, il y a eu beaucoup d'améliorations à la faveur pratiquement des industries extractives, notamment minières. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Vous dites que l'économie est dans la bonne direction, mais quels sont les indices en tant que banquier, en tant qu'économiste, quels sont vraiment les indices qui vous disent que nous sommes dans la bonne direction? Parce que plusieurs des Congolais pensent qu'aujourd'hui l'économie se porte mal. Quels sont les indices? Quand je parle que nous sommes dans la bonne direction, ça ne veut pas dire que nous sommes bien. C'est pour ça que je voulais expliquer là-dessus. Oui, oui. Pourquoi? Parce que quand nous voyons l'économie aujourd'hui, et si les structures du pays pouvaient permettre de prendre en charge les possibilités qui se sont offertes au pays actuellement, je crois que nous serions plus loin. Quand vous regardez la balance des paiements, avant, le pays n'exportait presque pas. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, la structure même des exportations, plus ou moins 80 à 85% des exportations, ce sont des produits miniers. Ce qui n'était pas fait avant. 2000, 1998, 1997, et ainsi de suite, à la faveur du code minier, il y a eu certaines autres entreprises qui sont venues s'installer et ça fait qu'aujourd'hui, l'économie congolaise bénéficie des rentrées des devises provenant des exportations de produits miniers principalement. Et cela permet à l'État, dans une certaine mesure, d'intervenir. La présence de certains opérateurs miniers, qu'ils soient de l'Europe, qu'ils soient de l'Asie ou qu'ils soient africains, a fait qu'il y a eu création d'emplois, qu'on le veuille ou non. Il y a des sociétés qui existaient tout simplement en projet avant 2000, mais qui aujourd'hui sont dans la phase d'exploitation. Et ces sociétés ont engagé. Ils ont engagé 4 000, 5 000 personnes. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours des effets induits. En économie, quand il y a une entité qui se développe, je prends un exemple, une société minière comme TFM qui s'installe à Fungurume, avant, cette société n'était pas là, elle n'était qu'un projet. Quand elle s'installe, elle engage des gens. Et autour de cette société, il se crée des activités connexes, des activités en amont et en aval qui créent de l'emploi pour notamment les personnes qui sont là. Vous ne pouvez que visiter Fungurume, mais vous allez voir que Fungurume avant l'installation des TFM et Fungurume après l'installation des TFM, ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce qui a amené qu'il y ait plus de population? C'est parce qu'en réalité, l'activité économique attire d'autres intervenants qui se retrouvent dans le circuit de production ou dans le circuit d'exécution ou de vente ou d'expédition qui leur permet aussi de générer des revenus. Et il n'y a pas que Fungurume, il y a KCC à Kolwezi, il y a la GECAMINE elle-même qui à un certain moment ne produisait plus et commence à produire. Il y a d'autres sociétés que je ne saurais pas citer, il y en a tellement beaucoup, mais c'est plus, la faiblesse se retrouverait plus parce que c'est centré juste dans un secteur qui est le secteur minier. Si cela pouvait avoir de l'impulsion dans les autres secteurs, je pense qu'aujourd'hui ça créerait encore beaucoup plus d'emplois, ça multiplierait des revenus et ça fait partie d'ailleurs de certaines des faiblesses de notre économie dont nous allons parler en long et en large au cours de cette émission. Cela fait partie également de faiblesses de notre économie. Vous venez déjà de le dire, M. Gabriel Maloba, mais lorsque on sent ces faiblesses, vous avez épinglé quelque chose d'important. Tout est concentré dans le secteur minier et aujourd'hui, nous sommes en pleine période Covid-19. Covid-19 qui est une crise sanitaire mondiale. Covid-19 a amené également des répercussions
au niveau de toutes ces sociétés minières, au niveau de certaines sociétés qui ne sont pas également minières, est-ce que l'économie ne peut pas basculer ailleurs ou sinon dans d'autres secteurs également? Parce que toutes ces entreprises que vous venez de citer, il y a des entreprises qui ont également mis des agents en congé technique. Merci beaucoup. C'est une question très importante et d'ailleurs qui nécessite que je puisse faire une rétrospective. La structure économique d'un pays est composée de plusieurs secteurs. Vous pouvez avoir les secteurs miniers, les secteurs agricoles, les secteurs des services, ainsi de suite. Alors, ces différents secteurs contribuent chacun à son niveau à la réalisation de la production des biens et services au niveau national. Maintenant, qu'est-ce que l'économie d'un pays doit faire, ou alors les décideurs économiques? Nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a ce que nous appelons les avantages comparatifs. Les avantages comparatifs, c'est tout simplement la possibilité que nous avons de produire à un coût moins cher un bien quelconque dans le territoire national, et tous les biens pour lesquels nous avons cet avantage comparatif, il nous est conseillé de les produire sur le plan national. Mais il y a aussi des biens qui peuvent coûter cher quand nous les produisons dans le territoire national. En ce moment-là, l'option est de les laisser produire par d'autres pour que nous puissions les importer à un coût faible. Maintenant, le fait que l'économie congolaise aujourd'hui est en fait, n'a pas de structure solide. Vous verrez que 80 ou 90%, d'ailleurs quelqu'un m'a fait rire une fois, je pense du temps de Mobutu, quelqu'un dit, vous savez, la GECAMINE est en train de contribuer à plus de 80% au budget national. Alors, et il pensait que c'était une bonne chose. Mais en réalité, les journalistes ont dit, mais finalement, dites-moi si une seule société de l'État contribue à plus de 80%. Mais alors, ça signifie que vous êtes des paresseux. Parce qu'en réalité, si d'autres sociétés pouvaient avoir une certaine performance, cela permettrait à ce que l'économie se porte bien. Et la faiblesse aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons une société minière ou une économie basée sur l'extraction minière avec tout ce qu'il y a comme revenus, et c'est l'économie ou les revenus des produits miniers qui supportent pratiquement l'économie, et malheureusement ce n'est pas diversifié. Avec cette situation actuelle où les sociétés minières ont des difficultés, et ça dénote la faiblesse que nous avons. Quelle est cette faiblesse? Nous produisons des produits miniers, le cuivre, le cobalt, l'or, le diamant et tout ça. Mais vous allez me poser la question, est-ce que le Congo a la faculté de fixer le prix du cuivre? Non. Est-ce que le Congo a la faculté de fixer le prix du cobalt? Non. Est-ce que le Congo a la faculté de fixer le prix du coltan? Non. C'est-à-dire, nous produisons, mais les prix sont fixés ailleurs. Je pense que vous connaissez ce qu'on appelle les prix LME, donc London Market Exchange. Ok. C'est là que les prix se fixent en fonction des offres et des demandes, et nous n'avons pas la possibilité d'influer là-dessus pour fixer nos produits. Pourquoi? Ça c'est une bonne préoccupation. Pourquoi la RDC n'a pas cette position d'influencer au niveau de l'ME? C'est parce que tout simplement, il y a plusieurs intervenants et nous n'avons pas de structures nécessaires capables d'intervenir à ces niveaux-là. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'aujourd'hui, vous verrez que la structure ou l'économie qui est basée sur l'extraction minière est souvent instable. N'oublie pas la crise de 2012, de 2008, ainsi de suite. Quand il y a eu des chutes des matières premières, il y a eu plusieurs sociétés qui ont fermé. Beaucoup de gens sont allés en chômage. Et ça fait qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, il y a beaucoup qui sont dans le chômage technique. Et ça se ressent dans le ménage. J'ai un ami qui travaille dans une société minière, il paye le loyer quelque part, il a tout simplement appelé son bailleur, il lui a dit « je suis incapable de payer parce que comme je suis en congé technique, on a divisé mon salaire par deux ». Et ça signifie qu'aujourd'hui, la consommation s'en ressent. Et non seulement cela, autour même des sociétés minières, il se développe plusieurs activités parce que n'oublie pas qu'il y a des
bénéficiaires directs et il y a des bénéficiaires indirects. Quels sont les bénéficiaires indirects? Ce sont toutes ces sociétés de sous-traitance dans la plomberie, dans la fourniture de safety, dans la logistique, dans l'accomplissement de telle ou telle autre tâche, parce que autour de l'extraction minière, il y a plusieurs autres activités. Là aussi, c'est un problème. Vous savez qu'il y a une loi sur la sous-traitance qui, en fait, décrète que la sous-traitance en amont et en aval des sociétés minières devrait être exécutée par des sociétés congolaises à capitaux congolais. Est-ce que c'est le cas? C'est toute une autre question. C'est une autre question. Ça fera l'objet d'une autre émission. Oui. C'est une autre question qu'il faudrait analyser. Et même quand ces sociétés-là pouvaient être sélectionnées pour accomplir ces tâches, est-ce que les sociétés typiquement congolaises ont les capacités nécessaires pour répondre aux besoins des sociétés minières en temps et en exigence technique? Vous avez soulevé quelque chose de profond, Monsieur Gabriel Maloba. La sous-traitance, en dehors de ce que vous évoquez, il y a aussi aujourd'hui une autre problématique. Il y a même une structure de l'État qui a été créée pour gérer le fonds, ou sinon que ces entreprises de sous-traitance versent, sont enregistrées, versent quelque chose. Voilà. Je vous laisse continuer. Effectivement. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, nous avons un problème. Alors, j'aimerais un peu reculer, tout simplement. Quand le Congo a accédé à l'indépendance, je n'ai pas de statistiques, la population n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes estimés à 90 millions d'âmes vivant sur le territoire national. Et ces 90 millions, plus de 50%, plus de 60%, ce sont des jeunes, en d'autres termes, qui viennent sur le marché de l'emploi et qui ne trouvent pas de structures pour les accueillir. Et tous, nous sommes concentrés aujourd'hui, et si vous remarquez, nous sommes à Lubumbashi, remarquez la croissance démographique à Lubumbashi. Vous verrez que tous ceux qui habitaient les contrées agricoles, les villages, les cités à l'intérieur du pays, quand il arrive à Lubumbashi, il s'est dit, je ne rentre plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu un accompagnement nécessaire. C'est pourquoi j'ai dit que l'analyse est 20 ans, c'est beaucoup, en même temps c'est peu. Pourquoi? Pour qu'une économie se porte bien, il faudrait que cette économie soit en mesure de produire ce qu'elle consomme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, nous sommes en mesure de produire ce que nous consommons? La réponse, c'est non. C'est vrai que nous sommes sur la bonne voie, mais nous n'avons pas encore atteint une structure solide. Aujourd'hui, nous importons beaucoup plus ce que nous consommons. Et ensuite, ce que nous produisons nous-mêmes, nous sommes incapables de les consommer. Vous allez me dire, mais comment ça? Je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui nous avons une société de transformation du cuivre au Congo? Il n'y en a pas. Un produit fini, il n'y en a pas. Les quelques entités extractives qui sont là font des concentrés, font des blisters et qui sont exportés. Et en réalité, tous les produits finis en cuivre ne sont pas produits au Congo. Même les câbles électriques. Il faudrait exporter ce produit, que les autres les travaillent, ils bénéficient de la valeur ajoutée et ce produit nous revient. En d'autres termes, le Congolais qui produit le cuivre achète très cher les câbles électriques parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Dans le temps, il y avait la TRECA, mais aujourd'hui, je ne sais même pas si sur le marché ici, vous pouvez trouver 10% de produits, ne fût-ce que des câbles, qui se vendent ici, qui viennent de la TRECA, il n'y en a pas. Donc, ça signifie qu'en d'autres termes, nous produisons ce que nous ne savons pas consommer, nous n'avons pas d'industrie pour la transformation du cuivre, nous n'avons pas d'industrie pour la transformation du cobalt, nous n'avons pas d'industrie pour le traitement de l'or, nous n'avons pas d'industrie pour le traitement du diamant, tout part et ça nous revient soit en bijoux, soit en ceci, mais traité par les autres. En prix très élevé. Très élevé. Très élevé en principe. Si nous avions des industries, c'est-à-dire en d'autres termes, qu'est-ce que le politique devait faire? Mais justement, j'allais venir à ça, parce que je me suis dit, Monsieur Gabriel Maloba Kachama, vous êtes intéressant, parce que je sens que le débat est aussi intéressant. Mais est-ce que cette situation où la RDC ne produit pas ce qu'il consomme ou encore la consommation des Congolais en ce qui concerne les produits et les services dépend de l'extérieur du pays et ça nous revient en prix très élevé. Est-ce que la faiblesse de l'économie congolaise
aujourd'hui, pendant les 20 ans, parce que nous avons pris une autopsie de 20 ans, est-ce que cette faiblesse de l'économie congolaise ne dépend pas de la politique du pays? Donc quand je parle de la politique, ça signifie les décideurs au niveau politique, tous ceux qui sont au niveau du gouvernement national, ceux qui sont dans des différents gouvernements provinciaux. Est-ce que ce n'est pas la faiblesse que nous avons aujourd'hui? Merci beaucoup. Je pense que tout dépend de la politique économique qui est mise en place. Voici ce que je voudrais dire. En rapport avec les différentes potentialités qui sont dans le pays, la politique économique du pays, que ce soit au niveau de la politique budgétaire, que ce soit au niveau de la politique monétaire, que ce soit au niveau de la politique d'investissement, devrait en principe orienter les opérateurs économiques internes ou expatriés ou résidents ou non résidents, ainsi de suite, devraient les orienter dans les secteurs précis. Et c'est d'ailleurs le travail que devrait faire l'ANAPI et qui sont en train de faire, mais à un certain niveau, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, pour pouvoir orienter de telle manière que nous puissions avoir aujourd'hui des investisseurs. Est-ce que vous pensez que ça soit normal, un pays qui est en pleine reconstruction comme le nôtre, que nous puissions ne pas avoir des sociétés solides qui produisent du ciment localement? Prenez l'exemple de Lubumbashi. Tout le ciment qui est utilisé à Lubumbashi est importé. Comment voulez-vous que vous puissiez orienter la reconstruction du pays, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans les routes, que ce soit... Nous avons aujourd'hui, nous devons bâtir des routes. Je vais y arriver. Comment voulez-vous que le bitume soit importé, les ciments soient importés de la Zambie? Et j'aimerais vous dire que le même ressource, le calcaire qui se retrouve en Zambie, se retrouve aussi au Congo. Nous en avons au Congo. Mais qu'est-ce qui manque? C'est juste l'industrie de transformation de ces matières-là. Alors, quand au niveau de la politique économique, c'est vaille que vaille, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut comme il veut, il n'y a pas d'orientation. Aujourd'hui, si vous dites que j'ai 1 milliard, je voudrais investir, la personne va te dire, bon, avant d'abord d'investir, bon, qu'est-ce que tu dis par rapport à moi? Alors, c'est quelque chose dans ce sens-là. Je n'entre pas là-dedans, je suis dans l'analyse économique. Alors, quand vous restez... L'analyse économique appelle quand même qu'on soulève cette question de la rétrocommission qui embête plusieurs investisseurs. Je pense que vous... Oui. Il paraît même que certains investisseurs sont allés s'installer à la frontière du Congo parce que tout simplement, au Congo, quand ils sont arrivés, ça n'a pas été possible. Ils sont allés s'installer à côté pour bénéficier du marché. Vous savez qu'avoir 90 millions d'âmes qui vivent dans un pays, c'est déjà un potentiel important. Parce que vous savez qu'il ne suffit pas seulement de produire, mais aussi il faut avoir des consommateurs. Or, déjà, le nombre de la population, le niveau du revenu, bien que le revenu soit faible, parce qu'aujourd'hui on parle de 45, 46 dollars de revenus pour un huissier. Moyen, oui. Moyen. Ce revenu-là, ok, si ces personnes ont un pouvoir d'achat, ça signifie déjà que les sociétés qui s'installent dans le pays ont la possibilité d'écouler une grande production localement. Et c'est le reste qu'ils peuvent exporter. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder. Vous verrez que dès que certains pays limitrophes essayent de tousser un peu ou de fermer les robinets, nous tremblons. J'aimerais vous raconter une histoire. Il y a 2 ans, je pense, ou 1 année et demie, j'ai reçu un conseiller au ministère de l'Agriculture dans mon bureau. Il vient, il me dit, nous sommes là, nous sommes une délégation, et nous sommes en train d'aller vers la Zambie pour aller négocier. Négocier quoi? Il dit la fourniture de la farine. Je me dis, mais conseiller, je suis choqué. Je dis, je suis choqué. Ministre de l'Agriculture, je lui dis, conseiller, je suis choqué. Nous avons une pluviométrie beaucoup plus favorable au Congo que la Zambie. D'ailleurs, la zone désertique qui est en train de monter, il pleut plus au Congo qu'il ne pleut en Zambie. Et ça fait que ça pose un problème. Comment toute une délégation gouvernementale peut aller négocier la farine? Si nous savons que la farine, c'est ça l'aliment de base du peuple congolais, parce qu'ailleurs c'est autre chose, c'est les riz, ainsi de suite. Quel est... congolais du peuple catholique aussi, oui, d'ailleurs. Partout, parfois c'est le manioc, parfois c'est le maïs. Quand vous allez du nord au sud, de l'est à l'ouest, et tout ça. Donc, mais quelle est la politique aujourd'hui au niveau gouvernemental pour arriver déjà à nourrir la population?
ça pose un problème. Alors c'est ainsi que j'ai dit qu'il y a une sorte de manque de structuration. Autour des grandes entreprises devaient être montées des entités de transformation. C'est comme ça que les autres pays fonctionnent. Quand par exemple il y a une société d'extraction du cuivre, on devait autour de cela dans la politique d'investissement du pays favoriser l'implantation des sociétés de transformation de ce cuivre-là. Ça signifie que nous ne laissons pas aux autres de transformer ce qui est à nous, parce que la valeur ajoutée devrait aider à la croissance économique dans le pays. Mais ici, ce que nous avons, c'est quoi? Parfois, c'est une terre ramassée et qui va être traitée ailleurs. Parfois, ce sont des produits concentrés, tout simplement, qui vont aller être traités ailleurs, c'est-à-dire tout ce qui est généré par rapport au traitement de ce concentré pour l'amener en produit fini bénéficie à une autre économie, pas à l'économie congolaise. Et nous avons une économie extractive jusqu'à ce que les réserves, heureusement encore qu'il y en a, mais n'oublie pas que les réserves ne se renouvellent pas. Et chaque fois qu'on extrait, elles sont en train de se terminer jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver qu'il n'y a plus rien et ce serait plus compliqué. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes dans la bonne direction, mais nous ne sommes pas encore arrivés. En principe, l'extraction minière aujourd'hui, l'envolée des matières premières devrait aider le gouvernement ainsi que tous les centres de décision, parce que le gouvernement, bien sûr, est accompagné par des structures de décision au niveau de tel institut, de la Banque centrale, de l'Institut national des statistiques, de telle autre agence d'investissement, des FONER, des FPI et de toutes les autres structures de la NAPI et tout ça, qui peuvent aujourd'hui permettre à ce que si les orientations et les décisions données peuvent aider à ce qu'une politique d'investissement, une politique d'orientation par rapport à tel ou à tel autre secteur soit levée afin que nous puissions non seulement produire et laisser les autres bénéficier de ce que nous produisons, mais que nous puissions nous-mêmes, écoutez, le Congo est vaste. Vous savez que nous avons des ressources immenses. Est-ce qu'il est normal? J'aime bien tout ça. J'aimerais juste poser une question. Est-ce qu'il est normal qu'avec la potentialité énergétique que nous avons, que nous puissions avoir des sociétés qui manquent du courant électrique pour produire et qui travaillent sous générateur? Mais est-ce que vous posez seulement pour les sociétés, mais aussi à la population, est-ce que le malheur de l'économie congolaise, est-ce que ce n'est pas le fait aussi que tous ces décideurs à tous les niveaux ont cette phrase qui revient chaque fois, la RDC est un scandale géologique? Est-ce que ce n'est pas aussi le malheur? Vous savez, il y a une différence entre la richesse et la potentialité. Okay. J'aimerais expliquer cela. Les potentialités, ce sont des ressources disponibles que vous pouvez valoriser ou ne pas valoriser. N'oublie pas que dernièrement, il y a eu un scandale dans un des quartiers de Lubumbashi où certaines personnes ont construit des huttes. En dessous, il y avait des matières premières. Ok. Et le jour où ils ont découvert cela, ils se sont rendus compte qu'en fait, la maison-là n'est réservée à rien. Ils nous ont détruit la maison et puis ils ont pris ce qui est en bas. Alors, ça signifie que entre avoir le potentiel et les transformer en richesse, il y a un processus. Et c'est ce processus-là qui nous fait défaut. Pourquoi je parle des entreprises? Parce qu'en réalité, si on doit parler du niveau de vie de la population, il faut qu'il y ait une production. Et ces entités de production sont au fait des entités qui emploient les gens, qui nous donnent des produits et services qui permettent à ce que la population, le quotidien, puisse changer. Aujourd'hui, je travaille dans une société, cette société me paye. Et quand elle me paye, je peux subvenir aux besoins de ma famille. J'essaye de rabaisser plus ou moins l'expression pour qu'on se comprenne très bien. Parce que si, je donne un exemple, la GECAMIN a 7000 agents. Si ces 7000 agents-là sont payés régulièrement avec un salaire décent et que chaque agent a plus ou moins 5-6 personnes dans sa famille, ça signifie que vous prenez 7000 agents fois 5-6 personnes, vous avez plus ou moins la frange de la population qui est impactée positivement par l'activité de la GECAMIN. Ok. Maintenant, autour de la GECAMIN, il se crée plusieurs entreprises sous-traitantes qui, en fait,
offrent des services, soit c'est la fourniture du carburant, la vente des big bags, la vente des intrants des labos, le transport des ceci, c'est là, il y a la régie des eaux, il y a la SNEL. N'oublie pas que quand on produit, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. La SNEL est payée, donc ça signifie qu'il y a des effets qui vont d'une manière tentaculaire, qui vont affecter la population. Maintenant, si ces entreprises-là ne fonctionnent pas, si ces entreprises-là ne travaillent pas correctement, le niveau de vie ne peut qu'être impacté. C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, certaines personnes, quand on parle du taux de croissance, on parle de 5%, on parle de 7%. Alors certaines personnes se disent, écoutez, taux de croissance 7%, qu'est-ce que ça a changé dans le panier de la ménagère? Justement, c'est une question qu'un homme de la rue, une femme de la rue, les téléspectateurs posent toujours. Oui. Le taux de croissance, puisque vous l'évoquez déjà, qu'est-ce que ça a impacté jusqu'à présent? Et à ce jour, quel est le taux de croissance que nous avons? Qu'est-ce que ça a impacté? Parce que quand on observe aujourd'hui, nous parlons de cette économie. Au mois de mars, on estimait à 4% au début de la pandémie, mais déjà les prévisions sont en train d'être revues parce que avec la situation sanitaire compliquée, vous savez que comme j'ai dit que l'économie a plusieurs structures, j'aimerais préciser une chose. Est-ce que vous connaissez le taux de bancarisation au Congo? Parce que c'est un problème. Justement, le taux de bancarisation, ça pose problème aujourd'hui. Et puisque vous êtes, je rappelle, fidèles utilisateurs de l'RTNC Katanga, nous sommes dans ce débat intéressant sur l'autopsie pendant 20 ans de l'économie en RDC. Nous recevons pour vous M. Gabriel Maloba Kachama, en fait, qui est économiste de formation, qui est banquier, qui maîtrise cette grande question sur les réalités actuelles en économie. Nous revenons à vous. Le taux de bancarisation, quel est le taux qu'on a aujourd'hui? Est-ce que on peut se réjouir de dire que la bancarisation a été une très bonne chose en RDC? Voilà. Merci beaucoup. Vous savez, quand on parle du taux de bancarisation, c'est au fait le rapport entre la population et le nombre de personnes titulaires d'un compte dans une banque. Ok, je suis en train d'expliquer cela. Aujourd'hui, nous avons, vous savez que l'accès au crédit, l'accès aux services financiers, c'est un appui important dans l'évolution économique. Je vous ai parlé de sous-traitants. Pour que le sous-traitant soit efficace, ils doivent bénéficier des services bancaires. Dernièrement, j'ai beaucoup aimé, il y avait des consultations provinciales initiées par la NAPI pour essayer de vérifier et d'analyser comment est-ce que, au niveau de la politique économique, on pouvait rendre accessibles les crédits aux petites et moyennes entreprises. Et il y a une inadéquation entre le besoin de ces petites et moyennes entreprises par rapport aux besoins, donc à la disponibilité des financements. Il y a plusieurs personnes qui sont porteuses de projets, mais qui ne peuvent pas être financées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, les dernières statistiques que j'ai, c'est entre 7 et 8% de taux de bancarisation. Ça signifie, en d'autres termes, l'introduction des services bancaires dans la population congolaise est vraiment réduite. Très réduite, et ça fait que quand les sociétés doivent recourir au financement afin de pouvoir exécuter leurs activités de production, des services et toute autre chose, elles sont bloquées. Je n'aimerais pas vous dire quelles sont les frustrations aujourd'hui dans l'économie nationale des petites et moyennes entreprises qui ont des marchés mais qui n'ont pas de fonds pour pouvoir travailler. Il a une commande, il ne sait pas avoir l'argent nécessaire pour exécuter cette commande-là. Mais en ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un accompagnement de la politique économique pour amener ces petites et moyennes entreprises à pouvoir produire. Parce que dans ces petites et moyennes entreprises, il y a plusieurs entrepreneurs, il y a des employés et il y a des familles qui sont impactées positivement ou négativement par rapport à la performance de ces petites et moyennes entreprises. Je vais même plus loin. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas un secret, plusieurs étrangers utilisent des nationaux
pour pouvoir ouvrir des entreprises qui en réalité ne sont pas des entreprises tenues par des Congolais, mais ce sont des entreprises qui en réalité sont tenues par des étrangers. Pourquoi? Tout simplement pour éviter cette restriction de la loi sur la sous-traitance, sur l'exercice du commerce, parce que déjà, je me rappelle, dans le temps, il y avait une ordonnance qui décrétait que le petit commerce était réservé uniquement aux Congolais. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a même une taxe qu'on appelle l'autorisation présidentielle d'exercer le commerce, c'est-à-dire tout étranger qui devait exercer le petit commerce ou le commerce au Congo, au Zaïre et au Congo aujourd'hui, devait avoir cette autorisation-là. Mais est-ce que les entreprises congolaises sont performantes? La réponse, c'est non. Parce qu'ils n'ont pas accès aux services financiers. Ils n'ont pas de financement et ça fait qu'ils ne sont pas compétitifs. Un jour, j'ai discuté avec un responsable minier d'une très grande société. Il m'a dit, Monsieur Gabriel, vous savez, je suis bien d'accord qu'on nous dise tout cela. Il y a certaines choses que nous demandons, nous, société minière, en un temps record. Ces choses-là ne sont pas produites au Congo. On doit les importer de l'Afrique du Sud, on doit les appeler d'ailleurs, ainsi de suite. Est-ce que les entreprises congolaises, les petites et moyennes entreprises que nous pouvons prendre comme sous-traitantes, sont en mesure de pouvoir placer les commandes à l'étranger, de pouvoir importer ces biens-là et les amener ici en un temps record pour organiser la logistique et avoir les crédits nécessaires afin d'amener ces histoires-là? La réponse, c'est non. Et sans compter tout cela, il y a ce manque d'accompagnement. Ce manque d'accompagnement est plus politique. Effectivement, tout se décide par la politique, mais n'oubliez pas que le politicien a des conseillers économiques. Dans le cabinet du président, il y a un conseiller économique. Et tout ça, c'est le rôle de ceux-là. Maintenant, quitte aussi aux responsables de pouvoir écouter quelles sont les orientations qui sont données par les experts. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Autrement, ça ne sert à rien. Nous sommes en train de finir petit à petit ce magazine d'aujourd'hui concret, un magazine très intéressant, l'autopsie de 20 ans. Au vu de ce que vous avez observé ou vous observez en tant qu'économiste, en tant que banquier, vous avez dit quelque chose au début, que l'économie est dans une bonne direction. Oui. Mais on n'est pas encore arrivé. Mais cette bonne direction, vous pouvez l'estimer à combien de pourcentage? Très peu. Très peu. Moins de 10%. Moins de 10%. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, voici... j'aimerais vous dire ceci. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, j'apprécie beaucoup qu'on entretienne la voirie urbaine, parce que c'est une question qui me tient vraiment à cœur. J'apprécie beaucoup qu'on agrandisse les routes de Lubumbashi, de Kinshasa, de Kolwezi, ainsi de suite. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Quel est l'impact économique de l'agrandissement de ces routes? Vous allez, je pense que vous commencez à vous poser la question, vous vous dites, mais quel est l'impact économique? En réalité, l'impact est très réduit. Parce qu'aujourd'hui, la construction d'une route en asphalte coûte très cher. Il y a des routes en béton, 1 million de dollars. Maintenant, imaginez que ces 1 million de dollars soient affectés dans la construction d'une route de dessert agricole en terre battue. Ça ferait combien de kilomètres? Donc vous souhaiterez que l'on ait plus les routes de dessert agricole que les routes... Que d'agrandir des routes dans la ville. Pourquoi? Parce que ça a un impact réduit. Mais il faut quand même commencer quelque part. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que l'utilisation des revenus de l'extraction minière devrait être affectée dans les secteurs agro-impact économique. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons plus ce qui est sensationnel, mais nous ne voyons pas l'efficacité. Vous savez, il y a quelque chose qu'on voit très bien. On trouve le boulevard du 30 juin, on l'a agrandi, c'est maintenant 4 pistes, ok, c'est bien. Mais est-ce que la route, dès que vous quittez Kinshasa, comment se présentent les routes? Dès que vous quittez Lubumbashi, comment se présentent les routes vers Kasenga, vers Pueto, vers Samboa, vers toutes les autres routes? Ça coûte moins cher et ça fait que les personnes qui se retrouvent aujourd'hui pour quitter Lubumbashi
Lubumbashi, arriver à Kamina pendant la saison des pluies, c'est compliqué. Quitter Lubumbashi, arriver, je ne sais pas moi, Bukama, Malembankulus, Kasenga, Puerto, Kalemi, c'est tout à fait compliqué. Donc, les ressources devraient être plutôt orientées vers les secteurs à gros impact économique. Pas impact visible ou médiatique, mais impact économique. Parce que si on arrange, par exemple, les routes des desserts agricoles, ça ferait que ceux qui sont dans le village n'auront pas besoin de venir rester à Lubumbashi. Ils vont rester là-bas pour produire et pouvoir alimenter, parce que je sais que je pourrais quitter le même jour. J'ai fait. Vous savez que c'est plus facile aujourd'hui d'aller en Afrique du Sud que d'arriver à Kabondo Dianda. Vous savez ça? C'est plus facile, pourquoi? Parce que ailleurs les routes sont bien arrangées, mais c'est plus difficile aujourd'hui pendant la saison de pluie de quitter ici et arriver à Sambois, je ne sais pas moi quoi et tout. C'est plus difficile que d'arriver en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons plus arrangé des îlots de consommation où, c'est vrai. C'est plus des actions médiatiques, des actions... Non, c'est bien d'arranger les villes, mais ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas à fort impact économique. C'est l'impact visible. C'est pour ça que j'ai dit ceci. Économique, parce que, c'est normal. Est-ce que vous savez que la plus grande population congolaise est en dehors des villes? De grandes villes. Ok, des grandes villes. Ce qui fait que si on arrange les routes des desserts agricoles, j'étais en train de lire, j'ai vu à peine 10 ou 11 000 kilomètres de routes nationales et très mal entretenues. Et quand j'ai essayé d'analyser, il n'y a que des parties comme ça où on vous dit en bon état, navigation compliquée et non praticable. Alors je me dis, mais comment est-ce que vous pouvez avoir un grand pays comme celui-ci? Parce que c'est le plus grand défi aujourd'hui et le plus grand investissement devait être dans ces secteurs-là pour pouvoir asseoir des structures capables de supporter la croissance. Des actions agro... Impact économique. Impact économique. Oui, c'est ce qui devrait être fait. D'accord, nous sommes en train de finir. Malheureusement, nous sommes pratiquement à la fin. Mais avant que vous me donniez votre mot de la fin, aujourd'hui, on est à quel pourcentage le taux de récession en RDC? Covid-19 qui est là, l'état d'urgence est là. D'ici là, on va décréter la fin de l'état d'urgence. Mais vous êtes un banquier, nous sommes aujourd'hui, je pense, à $1, si je ne me trompe pas, à 2000 francs congolais. Les taux d'inflation. La dépréciation du franc congolais, parce que nous sommes de 2000 à 2020, une dépréciation qui ne dit plus son nom. Est-ce qu'il faudrait-il revoir la politique monétaire? Est-ce que vous savez que nous sommes parmi l'un des rares pays à autoriser une circulation concomitante de la monnaie nationale et d'une devise étrangère? Aujourd'hui, les avoirs en banque sont plus importantes en devises étrangères qu'en monnaie nationale, ce qui est anormal. Dans les autres pays, quand vous arrivez, on vous oblige de changer vos devises contre la monnaie nationale. Et vos transactions se font en monnaie nationale. Ce qui fait que c'est cela. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons parlé de notre économie qui est externalisée. C'est-à-dire, nous importons pratiquement tout. J'ai suivi l'une de vos émissions où un intervenant disait que même jusqu'au clou, jusqu'à l'aiguille, nous devons importer. Et il a raison, et ça fait que pour avoir les biens qui sont produits à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Nous devons avoir des devises. Si je prends le franc congolais aujourd'hui, je vais en Zambie pour acheter des biens, ils ne vont pas accepter. Je vais en Chine pour acheter des histoires, ils ne vont pas accepter. Donc je suis obligé de chercher une devise qu'ils vont accepter. Soit je prends les yuan, soit j'utilise l'euro ou j'utilise les dollars. Et principalement, c'est les dollars. Alors ce qui fait que, comme les opérateurs économiques, même les sociétés, les structures de production qui sont installées ici, tous les intrants, et ce qui me choque, c'est qu'une société ou un pays comme le Congo, nous avons un potentiel agricole important. Il n'y a même pas de politique d'accompagnement agricole. Nous ne produisons ni la semence, Senafix, Senasem, aujourd'hui c'est catastrophique. Nous n'avons pas d'industrie de production d'engrais, nous devons importer l'engrais. Nous n'avons pas de politique d'accompagnement, même pas de structure. À l'université, allez-y voir la faculté d'agronomie. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour nous permettre à ce que nous puissions avancer. Et le taux aujourd'hui à 2000, la population souffre parce que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous utilisons est importé. Et comme ceux qui doivent les importer doivent avoir des devises, c'est ce qui fait que la demande des devises est très élevée et ça fait que l'offre et la demande, le prix
de la devise étrangère augmente et la population en souffre. Ça sera pendant combien de temps cette situation? Jusqu'à ce que nous puissions nous réveiller. Jusqu'à ce que nous puissions nous réveiller et que la politique change. La politique économique, bien sûr. Je ne parle pas de la politique comme des politiciens, je parle de la politique économique, c'est-à-dire les décisions qui sont destinées à réglementer la production et la consommation des biens et services dans le pays. Sachant que la politique économique marche de pair avec la politique... effectivement. L'art de gouverner. Et effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit au départ que la période est en même temps longue et petite, avec les soubresauts politiques et tout ce qu'on a connu, ce n'est pas facile d'analyser la situation politique aujourd'hui. Parfois, il y a des beaux projets, mais qui ne sont pas mis en application. Il y a des bonnes intentions, mais qui ne sont pas concrétisées. Il y a des bonnes intentions, mais qui ne sont pas concrétisées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Gabriel Maloba Kachama, que nous avons reçu dans ce magazine économique d'aujourd'hui concret. Avec lui, nous avons eu le temps de faire une autopsie de 20 ans en ce qui concerne l'économie de la RDC. Il y a du chemin pour lui. Il est clair, il a dit tout bonnement, nous sommes dans la bonne direction, mais c'est un faible pourcentage. Il a parlé de plus ou moins 10% en ce qui concerne l'évolution ou sinon la direction de l'économie en RDC. Monsieur Gabriel Maloba Kachama, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour vous. Effectivement, merci beaucoup. Je pense que ce sont des questions très importantes qui concernent la situation sociale, économique du pays et même les trains de vie de nos familles, de nos parents, de nos frères et tout. Nous avons essayé d'être beaucoup plus accessibles au commun du mortel afin que chacun comprenne qu'aujourd'hui, nous avons des potentialités importantes, mais que nous n'avons pas su transformer en richesse ou que nous transformons mal en richesse. Et c'est là même la clé de la solution que nous devons avoir. Merci beaucoup. Merci. Bye bye et à la prochaine.